Ils nous ont divisés. Ils ont fait de nous des pantins sans vie, sans espoir. Mais aujourd'hui, tout va changer. Bon allez, ça suffit. Papier, carte de séjour. Des Jeux Olympiques, il nous reste de bons souvenirs et une facture plus élevée que prévu, 1,6 milliard d'euros. Il n'y a pas de finance magique. Il n'y a pas de finance magique. Mais la finance magique, ça n'existe pas. Il n'y a pas de finance magique. Toujours pas de finance magique. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'argent magique. Le montant correspond à la sécurisation des Jeux. Jusqu'à 40 000 forces de l'ordre mobilisées par jour et des infrastructures hors normes. Ou cacher un revolver quand on est tout nu. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Au total, 900 millions d'euros dépensés pour l'hébergement, les équipements, les déplacements ou encore l'alimentation des policiers, gendarmes et militaires. Mais aussi 700 millions d'euros pour payer aux forces de l'ordre les primes, les heures supplémentaires et leurs astreintes. D'autres dépenses se sont ajoutées, comme par exemple la parade des champions le 14 septembre dernier. La cohérence. Il n'y a pas de finance magique. Il n'y a pas d'argent magique. Il n'y a pas d'argent magique. Mais alors, qui est responsable de ce budget incomplet ? Bonjour à toutes et tous. Elisabeth Borne, première ministre lorsqu'il a été voté ? Gabriel Attal, en poste pendant les Jeux ? Ou bien le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui promettait jusqu'à 1 900 € de bonus pour les policiers ? Il n'y a toujours pas de finance magique. J'ai donc décidé une prime plus élevée que les arbitrages qui avaient été jadis prévus. Aujourd'hui, chacun se renvoie la balle. L'entourage de l'ancien ministre de l'Intérieur rappelle que toutes les dépenses ont été validées par Matignon et par le Premier ministre en personne. On peut encore dire que c'est la faute des Arabes. Ces derniers mois, nous le savons, les atteintes à la laïcité se sont considérablement accrues, avec notamment le port de tenues religieuses comme les abayas ou les camis. Ce soir, Bercy assure que 2 tiers du dépassement sont financés par des réserves encore disponibles. Les 600 millions d'euros restants vont, eux, représenter une dépense supplémentaire pour l'État. Pas de panique. Ça sert à rien. Et c'est pas vrai. Mon pauvre argent. Mon pauvre argent. Faut-il taxer davantage les plus riches ? Pas ça. Pas ça. Pas ça. Oui, selon l'organisation Oxfam, car la crise creuse les inégalités. Selon leur rapport, les 1000 personnes les plus riches dans le monde ont effacé leurs pertes liées à la pandémie en 9 mois, alors qu'il pourrait falloir 10 ans aux plus pauvres pour se relever. Ça s'appelle l'irresponsabilité. Ça s'appelle l'égoïsme. Ce rapport, il va même plus loin parce qu'il nous explique que finalement, les riches se sont enrichis pendant cette crise. Les milliardaires ont gagné près de 4 000 milliards de dollars supplémentaires entre mars et décembre 2020. Les 43 milliardaires français qu'on compte aujourd'hui, ils se sont aussi enrichis de 175 milliards d'euros. Pour vous donner une idée, c'est 2 fois le budget de l'hôpital public. On dit merci Macron, oui. De nombreux Français doutent de vous, de vos choix, perdent patience. Ne seriez-vous qu'un illusionniste surgi au cœur de l'histoire ? Où allez-vous ? Où nous conduisez-vous ? Allez, roulez. Notre ennemi est Daesh, avec leur milice pro-chiite. Vous avez tout à fait raison de souligner le problème des EHPAD, j'y viendrai. Vous allez mettre autour de la table l'islam sunnite et l'islam chiite. Emmanuel Macron, parlons de ce qui se passe chez nous. La cour se gave, les pauvres ont faim, l'indécence de cette soirée est sans nom. C'est vraiment indécent de recevoir le roi à Versailles ? C'est pas indécent de recevoir le roi, c'est indécent la forme dans laquelle c'est fait. Puis indécence quand, par exemple, on apprend qu'ils ouvrent des bouteilles à 2772 € pièce. À 2772 € pièce. Bien fouetté. Mais je peux parler. Oh non, je vous dis juste ça. Antoine Léaumont, il faut qu'on s'écoute. Ça m'agace, mais vous racontez n'importe quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors ça rapporte de quoi ? Ça rapporte qu'il y a des millions de gens dans le monde entier qui ont été fascinés par ce dîner. Alors, nous sommes une majorité du sérieux budgétaire. Et où va-t-on avec ce budget ? Dans le mur. Houston, on a un problème. Il s'appelle Bruno Le Maire.
Ça va coûter combien? Au moins 8 milliards d'euros. Ce sera de l'ordre de 10 milliards. Entre 10 et 11 milliards. Aux alentours de 11 milliards. Une douzaine de milliards d'euros. 12-13 milliards. 14 si vous rajoutez la suppression de la hausse des taxes sur les carburants. Plutôt 15 d'après la Commission des affaires sociales. Pourquoi vous parlez comme ça là? L'autre de là-bas, l'autre de l'autre côté. Vous pas vous parler tête à tête comme ça, non? Téléphonez-vous, donnez-vous rendez-vous, pas de chanter sur les toits comme ça. L'hypothèse la plus probable, c'est l'augmentation du déficit. Il n'y a pas d'argent magique. Alors qui va payer? Bah oui, c'est nous. La finance magique, ça n'existe pas. Qui va payer? Il n'y a toujours pas de finance magique. L'État et la sécurité sociale, encore une fois. Il n'y a pas de finance magique. Il y a le déficit qu'on peut laisser filer. Le déficit public courant peut continuer à filer. A priori, notre déficit devrait atteindre non pas 2,8% l'année prochaine comme c'était prévu, mais jusqu'à 3,5%. Ma fonction m'oblige à une chose. Quelle crédibilité aurait la France si elle ne tenait pas ses engagements vis-à-vis de ses propres concitoyens? Il n'y a pas d'argent magique. Il n'y a pas de finance magique. Il n'y a pas de finance magique. La finance magique, on peut toujours la déclarer. Il n'y a pas d'argent magique. Il n'y a pas d'argent magique. Il n'y a pas d'argent magique. Le plus grand risque, à mes yeux, est la guerre d'agression russe en Ukraine. Nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner. Ils sont trois. Pour le reste, j'ai proposé à Mme Rachida Dati de devenir ministre de la Culture parce que son énergie, son talent, je crois, seront utiles à la culture. Du haut de son petit palais, il est dans une caste, dans un club qu'il privilégie par ses nominations. Qui c'est qui a dit ça? Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Le reste, je sais qu'elle mettra son talent, son énergie et tout le reste au service de la culture, de ceux qui la servent et de ceux qui veulent aussi y avoir droit. Il va y avoir aussi la question de trouver à manger, chef. C'est des gens qui ont trahi à gauche et des gens qui ont trahi à droite. C'est ça ce parti. Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. C'est nul! Je comprends qu'elle puisse surprendre cette nomination. Moi, elle ne me surprend pas. C'est un truc de taré, genre vraiment c'est un truc de ouf. C'est l'histoire d'un homme propulsé par un système médiatique et économique qui, après 7 ans de pouvoir, se retrouve désormais seul. Gilles Legendre, certains parmi les macronistes historiques disent « Je ne le comprends plus, Emmanuel Macron. Je ne comprends plus comment il raisonne, il a perdu la tête, je ne comprends plus comment il fonctionne. » Est-ce que vous dites la même chose? C'est un malade mental, Moi je dis depuis toujours, il faut s'en rendre compte, quoi. Je pense qu'il a un problème aujourd'hui avéré, et les proches le disent, il a un problème psychologique grave. Nous avons, il faut le dire, aussi un président de la République qui est fou, qui fait n'importe quoi, qui a une irresponsabilité totale. C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. Et qui est dans un culte de son ego absolument délirant, si vous voulez. Il fait n'importe quoi. Non. Oui. Peut-être. Uniquement Renaissance. Je vois en notre président que le meilleur. Ce qui alimente la colère ou le rejet de nos concitoyens, c'est la certitude que le pouvoir est aux mains de dirigeants qui ne leur ressemblent plus, ne les comprennent plus, ne s'occupent plus d'eux. Tout notre malheur vient de là. Non. Oui. Peut-être. Les experts de l'ATF tentent de découvrir le mobile du pyromane. Procède-t-il par vengeance ou intimidation? Ou bien a-t-on affaire à un sociopathe qui trouve satisfaction à créer un climat de peur et d'insécurité dans une ville ou dans un quartier? La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est une coquille vide. Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction. On soit cool. Franchement, si tout le monde est cool, il n'y aura pas de problème. Monsieur Macron, je vous le dis, vous n'allez pas rester longtemps en place si vous continuez comme ça. Vous pensez finir votre mandat, je pense que vous n'allez pas le finir. Parce que si on appuie sur le bouton, le peuple de France est dans la rue avec nous. C'est une honte. Macron, c'est la honte du pays. J'ai honte d'être français, moi. Qu'est-ce qui se passe? Les villageois, monseigneur, ils vous acclament. Ils m'acclament? Oui. D'abord, merci d'être là. Mettez-moi mon bon Blanche. Merci, mon bon Blanche, merci. Il m'acclamait pas. Il m'acclamait pas. Il m'acclamait pas. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. C'est la faute des Arabes. Parlons de la dette. Elle était de 900 milliards d'euros en 2002, elle est donc
passer à 1800. Le double. Le double. On peut encore dire, c'est la faute des Arabes. Avec une dette publique représentant plus de 44 000 € par habitant, la France est enquistée dans une équation infernale. C'est la faute des Arabes. Des enfants qui dorment dans la rue en France, situation inacceptable et pourtant bien réelle. Plusieurs centaines d'entre eux sont même scolarisés dans nos écoles. Leurs familles, souvent clandestines, ne survivent que grâce à la solidarité des enseignants et des parents. Oui, c'est de leur faute. Pour 100 €, on n'a rien du tout dans le caddie. On n'a absolument rien. Maintenant, tout est hors de prix. Enfin, je veux dire, il y a tout qui s'ajoute. Il y a l'alimentation, les factures, absolument tout, quoi. Les vêtements, tout. C'est la faute des Arabes. Bien sûr, vous avez raison, c'est de ma faute. Tout est de ma faute. Et on va parler cette semaine de réinsertion des délinquants. Et il y a un délinquant qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Alors pour préserver son anonymat, je vais l'appeler Nicolas S. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Mais faites-moi confiance, c'est un vrai délinquant, hein. C'est vraiment un multirécidiviste. J'ai même été examiné pour un prétendu trafic de drogue. Enfin. Bon, moi qui n'ai jamais fumé de ma vie, vous voyez le truc. La drogue avec Saint-Domingue. La drogue avec Saint-Domingue. Peu importe. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Historique, pour la première fois, un président de la République, ici en France, est condamné à de la prison ferme. Allez, je vous offre un verre si vous voulez. Hein? Il faut dire la vérité maintenant. Il y a 1 heure, un grand feu de la colère allumé près d'Albi. Première étape d'une crise agricole qui reprend. Ça fait que recommencer. Et on ira chercher ce qu'on veut. Et on ira et on continuera. Parce que le problème français, mesdames et messieurs, est très simple. On ne travaille pas assez. Je décrète qu'il faut les faire travailler plus dur. Plus dur. Faites-les travailler jusqu'à ce qu'ils tombent d'épuisement. Les scribes! Les scribes! Nous avons un nouveau décret du grand pharaon! Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation et qui est un menteur. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Nicolas Sarkozy est reconnu coupable de corruption et de trafic d'influence par le tribunal judiciaire de Paris. C'est une première sous la Ve République. On s'attendait au pire. Au moins de ce point de vue, nous n'avons pas été déçus. Et puis on vient de l'apprendre, Nicolas Sarkozy est condamné à 1 an de prison. Condamnation qui s'ajoute à celle qui a vu l'ancien chef de l'État condamné cette fois dans l'affaire des écoutes Bismuth. Il avait été condamné à 3 ans dont un ferme. Donc vous ne parlez pas de moi comme un voyou. Je suis l'ancien chef de l'État, je dois me comporter comme un justiciable exemplaire. Je ne dirai rien sur l'Algérie que j'aime beaucoup, mais dès qu'on dit un mot, ça devient une polémique. Et pourtant ce pays si riche, de ses potentialités d'une population extraordinaire. La question de son développement et de sa modernisation est posée. Ce sont nos frères qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, madame. Il faut les aider. On a volé les terres aux Algériens. On a empêché la scolarisation de 5 générations d'Algériens et on a lancé du napalm sur les villages algériens. Nous devons des excuses, Pascal ? Mais t'as de la merde dans les yeux, espèce de connard! Et je ne dirai rien de nos amis algériens parce que je sais que le sujet est sensible, mais c'est un sujet et j'opposerai un démenti formel à tous ceux qui viendraient me dire qu'il n'y a pas de question qui se pose. Ce n'est pas la première fois que cette personnalité fait ce genre de commentaires à l'endroit de l'Algérie. On peut véritablement considérer qu'il s'agit d'un récidiviste. Je ne dirai rien sur l'Algérie que j'aime beaucoup, mais dès qu'on dit un mot, ça devient une polémique. Il ne faut pas intervenir dans les affaires intérieures des pays en développement. Il faut respecter la voie de développement choisie par ces pays en développement. Même si ce ne sont pas des démocraties. Le monde est multicolore. Les différents pays ont le droit de choisir leur propre voie de développement, leur propre régime politique, social, n'est-ce pas? Les pays occidentaux, vous avez vos régimes politiques. Nous n'avons pas intervenu dans votre affaire intérieure. Donc, nous vous demandons
de ne pas le faire non plus. Il n'y a pas de finance magique. Il n'y a pas de finance magique. La finance magique, on peut toujours la déclarer. Mais la finance magique, ça n'existe pas. Il n'y a pas de finance magique. Il n'y a pas d'argent magique. Excusez-moi, j'ai du mal. J'arrive même plus à trouver les mots tellement je suis en colère. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Jésus, je le pulvérise. Il n'en est pas question. Dans tous les secteurs, les mécontentements sont là. Il n'y a pas que les cheminots, il y a les retraités, les professionnels de la santé, de la justice, de l'éducation, la jeunesse de Notre-Dame-des-Landes aux universités, les défenseurs des droits humains, on en reparlera, les associations solidaires des migrants. Tous critiquent votre façon de décider de leur sort et la façon dont vous le faites à leur place, autoritaire, verticale. Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Putain, comment il pousse les gens, boum, il m'a devant moi. Je te jure, il prend mes sacs pour rien être dans son terrain, direct quoi. Pousser les gens comme ça, boum. Il est lourd, il est lourd, il est lourd, il est lourd. Il n'a pas d'âme. Il peut être animé par des dieux comme Jupiter, par Vulcain. Il peut être animé par des choses étranges à l'intérieur. Il a la forme humaine. Il est un homme étrange, c'est-à-dire mal élevé, impoli, arrogant. J'assume totalement. Et si vous avez récemment ajouté le mot « unir » dans votre communication, est-ce que ce n'est pas parce que vous prenez soudain conscience que vous avez divisé le pays au lieu de le rassembler? Rien à foutre. Seigneur, si j'étais un bon serviteur, laissez-moi lui casser ce cierge sur le dos. Une bougie, c'est pas grand-chose, hein. Non, tes mains sont faites pour bénir, non pour frapper. Les mains sont faites pour bénir. Mais les pieds... C'est donc une tradition ancestrale et antique de l'Église de prier avec bienveillance et dans l'espérance pour ceux qui nous gouvernent. Si nous prions pour tous ceux qui sont chargés de nous diriger, c'est parce qu'ils ont la responsabilité du bien commun, c'est-à-dire de chacune des personnes et de l'ensemble de la communauté, afin que tous puissent atteindre leur plein épanouissement. Ce n'est donc pas une prière facultative pour nous, c'est une obligation qui tient à l'amour du prochain. Le président Jacques Chirac, sans doute vous en souvient-il, avait axé sa campagne de 1995 sur le thème de la fracture sociale, portant ainsi son regard sur ceux qui restent sur le bord de la route. La fracture sociale est un mal qu'il est sans doute difficile de traiter puisqu'aujourd'hui encore, certains se ressentent comme exclus. Un des rôles de l'Église est de construire la fraternité. Cette fraternité qui constitue l'un des 3 piliers de notre République et qui permet d'édifier une véritable unité entre nous. C'est au nom de cette paternité que Dieu, dès le commencement de l'humanité fracturée, demande à Caïn, qui vient de tuer son frère Abel, « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Peut-être cette question s'adresse-t-elle aussi à chacun de nous. Qu'ai-je fait de mon frère? L'attention aux plus petits, aux plus faibles, aux laissés pour compte est une caractéristique du christianisme. Nous l'avons entendu dans cet évangile choisi par la famille. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. J'étais nu et tu m'as habillé. J'étais un étranger et tu m'as accueilli. Il n'y a pas de finance magique. Il n'y a pas de finance magique. Il n'y a pas de finance magique. J'étais malade et tu m'as visité. J'étais en prison et tu es venu jusqu'à moi. Jésus dit clairement ce que nous venons d'entendre. Ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. C'est donc en raison de l'étincelle divine qui réside dans notre humanité que toute personne, du commencement de sa vie à la conception jusqu'à sa mort naturelle, est appelée à être aimée et respectée. Cela nous oblige à un changement de regard qui doit aller bien au-delà des apparences et des postures qui caractérisent nos sociétés humaines. Dieu voit le fond du cœur et il convient de se mettre à son école. Mais si nous sommes ici, si nous célébrons cette messe de funérailles demandée par la famille, et je le crois par tout le pays qui nous accompagne aujourd'hui, c'est pour présenter cet homme à la miséricorde de Dieu.
Saint Paul nous l'a redit dans la première lecture. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ainsi, si en France, tout au moins, tous les hommes naissent libres et égaux en droit, on sait aussi qu'ils ne naissent pas forcément égaux dans la réalité de leur existence. Tout dépend de la façon dont ils sont accueillis, acceptés, aimés, et des conditions dans lesquelles émerge leur jeune vie. En revanche, la mort, ce moment de la mort est bien le lieu commun de notre humanité et au fond, l'égalité véritable de notre condition humaine. Au ciel, nous serons jugés sur l'amour. Le Christ, Jésus de Nazareth, nous a révélé l'immensité de cet amour de Dieu qui dépasse infiniment nos connaissances expérimentales et nos capacités intellectuelles de connaître l'au-delà du réel qui nous entoure. Bah oui, Jamy, c'est écrit dans le Coran. Peu de gens le savent, mais Jésus est aussi un prophète de l'islam. Oh bon? L'ordre international est bousculé de manière inédite. Nous le vivons tous ensemble, ce monde. Et vous le connaissez mieux que moi, mais nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. La cupidité de nos banquiers est sans limite. Ils n'hésitent pas à s'enrichir au détriment des plus pauvres. La spéculation sur les denrées alimentaires affame des millions d'êtres humains. C'est un monde qui a été créé sans vous, en notre absence. Oui. Aujourd'hui, nous parlons avec beaucoup de simplicité. Aujourd'hui, nous existons et nous contestons ce monde. Nous sommes en train de contester ce monde. C'est pas notre monde. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Que vous voulez voter un texte qui infantilise en fait la moitié du monde. Vous constatez qu'une bonne partie du monde n'est pas d'accord avec la politique européenne en matière d'Ukraine, de Russie, et du coup vous dites que vous allez leur expliquer que la guerre russe en Ukraine c'est vraiment grave. Non mais expliquer comme si c'était des enfants. Non, ils ont bien compris, c'est juste que sur certains points, ils sont pas d'accord. Ils vous reprochent notamment vos manques d'efforts diplomatiques pour arrêter la guerre. Ils vous reprochent l'impact négatif des sanctions sur les travailleurs partout dans le monde. Et finalement, ils reprochent à l'Europe les 2 poids 2 mesures. C'est que quand la Russie attaque l'Ukraine, l'Europe sanctionne, évidemment. Mais quand les États-Unis bombardent l'Irak, pas de sanctions. Quand l'Arabie Saoudite bombarde le Yémen, pas de sanctions. Quand nous-mêmes, l'Union Européenne, bombarde la Libye, détruit la Libye, pas de sanctions. Et quand Israël colonise la Palestine, pas de sanctions. Ces 2 poids 2 mesures, cette hypocrisie-là, c'est ça ce que les peuples du monde vous reprochent. Et celle-là, justement, si vous voulez leur soutien, écoutez-les tout simplement. Ça serait une alternative. Vous dites ne plus vouloir financer la guerre russe en Ukraine. Ok, mais ça vous dérange pas de financer l'occupation Israël de la Palestine en achetant du gaz israélien? Tranquillou bilou. De financer la guerre saoudienne au Yémen en achetant du pétrole saoudien? Tranquillou bilou. Et quand les États-Unis bombardent l'Irak, pas de sanctions? Tranquillou bilou. Et quand Israël colonise la Palestine? Tranquillou bilou. Ces 2 poids 2 mesures, cette hypocrisie-là, c'est ça ce que les peuples du monde vous reprochent. Et celle-là, justement, si vous voulez leur soutien, écoutez-les tout simplement. Tranquillou bilou. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale. Vraisemblablement française au XVIIIe siècle, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle. Ouais, c'est pas faux. Et raisonnablement américain au XXe, grâce aux 2 grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Est-ce la fin du dollar? Est-ce la fin du dollar? La billet vert, un outil de domination et d'influence géopolitique pour les États-Unis. La fin du dollar. La fin
Je signale évidemment, et vous le savez bien, que la télévision française est quand même farcie de programmes qui sont conformistes ou stéréotypés, voire stupides, de chroniqueurs racistes, de présentateurs harceleurs, de journalistes ou patrons de presse qui sont partiaux, voire propagandistes, et que donc on a une matière assez impressionnante pour examiner si les chaînes de télé respectent bien leurs obligations. Est-ce qu'on va s'en sortir? Comment est-ce qu'il faut faire? Vacciner. Vacciner matin et soir. Vacciner 7 jours sur 7. Il faut vacciner jour et nuit. Super! Je n'ai même pas senti la piqûre! Presque tous les grands journaux français appartiennent désormais à une poignée de milliardaires. Vous le savez peut-être pas, mais quand vous lisez Le Parisien, c'est l'homme le plus riche de France qui tient les manettes. Si vous lisez l'Obs, c'est Xavier Niel, le plus fidèle soutien d'Emmanuel Macron, qui en est propriétaire. BFM TV, elle a longtemps appartenu au milliardaire franco-israélien Patrick Drahi, fan de Netanyahou. CNews, c'est le milliardaire breton d'extrême droite Vincent Bolloré qui l'instrumentalise pour inciter les Français à se diviser, quitte à promouvoir la guerre civile. Pour ces puissants propriétaires de médias, diviser la population est désormais parfois une nécessité pour protéger l'exécutif contre les révoltes, comme celle des Gilets jaunes en 2018. Le problème, c'est que tout se passe comme si en France, il n'était tenu de respecter quasiment aucune règle, aucune déontologie. Comme s'il pouvait multiplier violence, sexisme et fake news sur les plateaux, quasiment, en toute impunité. Alors il faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête maintenant. Allez, je dis et je regarde tout le monde. Faut qu'on arrête. Puis ça va être la honte, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Et quand je regarde tout le monde, je dis on est tous responsables. Parce qu'on est tous dans le même bateau. C'est la Terre. Donc on est ici. C'est ça. Donc voilà, on est tout petit. On est tout frêle. On est tout petit, on est seul pour l'instant dans cet espace immense. Et on y fout la merde. Vous Non, pas que moi. Non, moi je suis pas dedans. Vous Non, pas que moi. Non, moi je suis pas dedans. Je dis on est tous responsables. Parce qu'on est tous dans le même bateau. Et on l'a accepté. Et on l'a accepté depuis longtemps pour certains. C'est pas de vous engueuler, c'est qu'il y a un moment, il faut remettre les choses d'équerre. Et qui ne sont pas difficiles. Qui ne sont pas difficiles. Arrêtez de vous la raconter. Faut arrêter de se la raconter. Faut arrêter de se la raconter. Les médias t'affiolent. Les médias t'affiolent. Oh, vous pouvez filmer. Alors attention, attention, je dis attention. Attention. C'est la vérité. T'es d'accord, t'es pas d'accord, je m'en fous. Dans ces quartiers, on ne combat pas des voyous, on combat des peuples dont les voyous sont les bras armés. Jean, vous êtes pénible. Franchement, vraiment, vous êtes pénible. Je peux pas vous dire autre chose, vous êtes pénible. Donc, à un moment, il va se poser, vous allez plus venir dans l'émission. Ben non, tu travailles dans la merde tous les jours. C'est ce que je suis en train de te dire. Une des raisons de la détestation du public pour les journalistes, elle est là. Oui, bien sûr, évidemment. Ils nous détestent, et ils ont bien raison. Oui, bien sûr. Parce qu'effectivement, c'est ce que vous venez de dire. C'est l'hypocrisie perpétuelle de ce milieu. C'est l'hypocrisie perpétuelle de ce milieu. Ouais, c'est pas faux. Ne pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi une règle numéro 1 lorsqu'on souhaite être parlementaire de la République. Deuxième point qui a pêché dans cette campagne, Jordan Bardella. Attendez. Maxime. Si Marine Le Pen est condamnée Si, avec des si, il y a un appel. Oui, bien, on fait le... Ça veut dire que si Marine Le Pen est condamnée, même s'il n'y a pas d'inéligibilité, même s'il n'y a pas d'exécution provisoire, il n'y a pas de candidature possible pour Marine Le Pen. Si au début de l'année, les juges décident de condamner, peu importe la condamnation, il y aura un appel. Non, mais très bien. L'appel vous rend plus blanc que blanc. Très bien. Et si l'appel confirme la première sanction et qu'il y a des législatives en 2027 ou une présidentielle en 2027, Marine Le Pen ne peut pas être candidate parce qu'elle aura été condamnée. C'est ce que vous venez de dire. Mais l'appel ne confirmera pas puisque Marine Le Pen est totalement innocente. Ça, c'est ce que vous dites. C'est ce que je crois, c'est ma conviction. Mais vous venez d'édicter une position de principe qui est de dire s'il y a condamnation, il n'y a pas de candidature. Donc, et ça vaut pour tout le monde. On est d'accord. J'en viens au deuxième point qui a pêché pendant la campagne des législatives. Tout ça nous renvoie à une lutte de classe. Ils écrasent les petites gens. Ils n'ont que ça. Ils ne voient pas, ils ne nous écoutent pas.
Ils nous méprisent. Qui peut arrêter Benyamin Netanyahou? Discours typiquement antisémite, voilà. Nous sommes des juifs français, mais nous sommes des sionistes. Vous êtes juif? Hello, Joe. This is pure anti-Semitism. Écoutez, ça fait rien, je vous garde quand même. La parole est à présent à monsieur Emmanuel Fernandez pour le groupe La France Insoumise. Merci. Selon un rapport de l'ONU présenté hier à New York, les méthodes employées par Israël à Gaza correspondent aux caractéristiques d'un génocide. Oui, monsieur le ministre des Affaires étrangères, je sais bien que vous persistez à nier cette atroce réalité, parlant même la semaine dernière de faute morale en réponse à mon collègue David Guiraud, qui utilisait pourtant ce terme à bon escient. Mais puisque vous refusez semaine après semaine de nous entendre, je vais citer mot pour mot le communiqué de l'institution onusienne. Par son siège de Gaza, l'obstruction de l'aide humanitaire, le meurtre de civils et de travailleurs humanitaires, malgré les appels répétés de l'ONU, les ordonnances contraignantes de la Cour internationale de justice et les résolutions du Conseil de sécurité, Israël cause intentionnellement la mort, la famine et des blessures graves en utilisant la privation de nourriture comme une arme. Oui, à Gaza, Israël commet un génocide. Honte et déshonneur à tous ceux qui, dans cet hémicycle et au-delà, s'en rendent complices en pensant pouvoir étouffer cette vérité. Honte et déshonneur à ceux qui laissent le gouvernement israélien piétiner le droit international, les droits humains et les institutions qui les défendent. Heureusement, vous n'êtes plus qu'un petit club étriqué, auto-convaincu de votre propre désinformation. En témoigne la piteuse tribune officielle face à un stade de France presque vide pour le match de la honte jeudi dernier. Oui, si la Russie est légitimement exclue des compétitions sportives internationales, alors Israël doit l'être aussi. Polémique aux Pays-Bas après l'utilisation par la maire de la ville du terme pogrom pour décrire les émeutes qui ont suivi le match de Ligue Europa le 7 novembre dernier. S'adressant dimanche aux médias publics néerlandais, Femke Halsema s'est dite consternée par le fait que le mot ait été manipulé par la suite par l'extrême droite pour servir des objectifs politiques. La maire a admis que si c'était à refaire, elle n'utiliserait plus le mot pogrom. Ik wil wel zeggen dat ik in de dagen daarna heb gezien hoe het woord pogrom heel politiek werd en eigenlijk tot propaganda werd. De Israëlische regering die spreekt over een Palestijnse pogrom in de Amsterdamse straten. In politiek Den Haag wordt het woord pogrom vooral gebruikt om Marokkaanse Amsterdammers, moslims, te discrimineren. Zo heb ik het niet bedoeld. Cette affaire a même ébranlé le gouvernement néerlandais. La ministre des Finances du pays, Nora Acharbar, d'origine marocaine, avait annoncé sa démission vendredi à la suite de propos racistes tenus par un de ses collègues en Conseil des ministres. Quelques jours après les faits, Geert Wilders avait justement accusé des Marocains d'avoir attaqué les supporters israéliens, affirmant, je cite, que nous avons vu des musulmans chasser des juifs. Il a déclaré que les personnes reconnues coupables d'implication dans les émeutes devraient être expulsées si elles ont la double nationalité. En aucun cas, je n'ai apporté le soutien, mon soutien ou le soutien de l'Assemblée nationale au gouvernement israélien. Elle avait exprimé depuis son perchoir un soutien inconditionnel de la France à Israël. La présidente de l'Assemblée nationale a joint le geste à la parole lors d'un déplacement éclair dans l'État hébreu ce dimanche. Where 70% of the death toll is being paid by children and women. 70% of the casualties are children or women. In Lebanon, 100,000 houses destroyed. In Gaza, 2 million people from one side to the other of the strip. The most frequent age of the casualties in Gaza is 5 years old. The most frequent age of the casualties in Gaza is 5 years old. This is a war against the children. This is something that you cannot explain the suffering of the people.
Le mandat d'arrêt de la CPI contre Benyamin Netanyahou devrait considérablement restreindre sa capacité à voyager dans le monde. Mais en Israël aussi, Netanyahou subit d'importantes pressions juridiques. L'un de ses plus proches collaborateurs a été inculpé jeudi dans le cadre de l'affaire des fuites, aussi connue sous le nom de Bibi Leaks. Que le Premier ministre est accusé formellement depuis mai 2020 de corruption, fraude et abus de confiance dans plusieurs affaires, des faits qu'il a toujours niés. Vous savez comment cela finira. Rien n'arrivera car il n'y a rien et il n'y a jamais rien eu. Le procès a été reporté une première fois à cause de la pandémie de Covid-19 et plus récemment en raison de la guerre menée contre le Hamas à Gaza et au Liban. Mais malgré tous ces efforts déployés pour retarder sa comparution, il devrait témoigner devant les tribunaux le 2 décembre. C'est la première fois dans l'histoire d'Israël qu'un Premier ministre en exercice est amené à comparaître devant un tribunal. Plus que jamais, je le répète aujourd'hui, nous devons nous tenir sans faille aux côtés d'Israël. Israël. Parce qu'ils savent aujourd'hui le cancer qu'est cette population qui est aujourd'hui, à qui on a tout donné. Israël est sorti de la bande de Gaza. À l'instant, l'Union européenne, la France, les Pays-Bas, la Jordanie annoncent qu'ils appliqueront la décision d'Aïe. C'est-à-dire que s'il vient sur le sol européen, le Premier ministre israélien peut être arrêté. Est-ce qu'on réalise ? En fait, Karim Benzema est-il proche des frères musulmans? Karim Benzema est-il proche des frères musulmans? En fait, il est un élément de propagande du Hamas. Est-il proche des frères musulmans? Oui, c'est un collabo. Et puis plus récemment, il faut le dire, pardon de l'exprimer de façon peut-être un peu brutale, il y a un antisémitisme couscous. Sie haben also das Browser-Ballett noch nicht abonniert. Ganz schön mutig. Sie werden schon sehen, was Sie davon haben. Nous vivons dans un labyrinthe d'informations, où ce qui est réellement important pour vous est souvent difficile à trouver. Un Français sur 10 n'ose plus sortir de chez lui car il a peur de se faire agresser, peur d'être victime de violences. La télévision informe sur ce qui compte vraiment. Elle vérifie ses sources et multiplie les points de vue. Christine Kelly, c'est le Club Med pour vous, les prisons? Bien sûr. La télévision nous rassemble. Vous ne dites que des mensonges. Combien vous touchez pour faire vos boulots? Un jour, vos directions, et vous qui acceptez ce travail, vous aurez des comptes à rendre, monsieur. De quoi vous parlez? Oui, de la désinformation. Vos directions auront des comptes à rendre. En provoquant des discussions entre les générations, avec la confiance des téléspectateurs. On a l'eau de merde. Putain, vous comprenez ça? Pourquoi on est des journalistes de merde d'après vous? Parce que pour le moment on est calme, mais bientôt on va pas le rester calme. Donc on a retenu ce qu'a dit le médecin aussi, c'est on met les couches serrées, et le on bonnet. se couvre et on couvre les extrémités. La télévision soutient la démocratie. Thomas, quand je parle, on se tait. C'est la règle d'or. Sinon, vous ne pourrez jamais aller travailler ailleurs quand je vais vous virer. Le prix de l'arrogance. Le prix de l'arrogance. Et notre invité, c'est Jordan Bardella. Applaudissements pour lui. Il est avec nous ce soir. On ne tient pas éternellement une société avec BFM, de la flicaille et du Lexomil. Parler de travers, dire un mot à la place de l'autre. Nous, Français, faisons un lapsus tous les 600 à 900 mots. J'étais avec un monsieur qui s'appelait Jean et je me suis réveillée, j'ai appelé Patrick. Donc ça a été la fin de l'histoire. Rassurez-vous, tout le monde en fait, même en public. La France de toute éternité a toujours été du côté des opprimés, et toujours été du côté des dictateurs, et toujours été du côté des dictateurs.
Alors sont-ils toujours révélateurs? Difficile de trancher. La réponse se trouve dans le domaine de la psychologie. C'est une manifestation de l'inconscient. C'est un désir caché, inavoué, qui surgit tout d'un coup. C'est pour ça qu'il y a l'effet de surprise, où on est honteux, où il y a de la gêne. Indispensable donc de bien réfléchir avant de parler, pour ne pas révéler le fond de votre pensée. Moi, j'assume totalement, d'avoir constamment, au nom de la France, parlé au président de la Russie. Pour éviter la paix, pour éviter la guerre, pardonnez-moi. Je voudrais voir aussi les gens de gauche qui n'arrêtent pas de dire que Israël tue des bébés, des femmes, alors qu'Israël est une armée qui est morale, qui fait tout pour essayer d'avoir le maximum de victimes, même si jamais la guerre c'est la guerre. Et lorsque Vous voulez dire le minimum? Le minimum, pardon, le minimum, autant pour moi. Tout le monde aujourd'hui en France est antisémite. Tout le monde aujourd'hui en France est antisémite. Tout le monde. Que voulez-vous dire par là? Tout le monde est aujourd'hui contre l'antisémitisme, pardon. Tout le monde est aujourd'hui contre l'antisémitisme, je le répète. Faut pas qu'il y ait de problème. Nos policiers aujourd'hui font un travail déplorable. Un travail admirable. Renforcement des contrôles de passe sanitaire et le port du voile. Et elles vont avoir le port du masque, pardonnez-moi. L'autorité de l'État s'en trouverait affaiblie et les violences dans les manifestations. C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité. Et contre la précarité, pardon. Je vois pas quel est le message politique pour la France. On est tous contre l'antiracisme. Enfin, je veux dire, on est tous pour l'antiracisme. Oui, pardon. attention, lapsus. On est tous pour l'antiracisme. On est tous contre l'antiracisme. Je suis content. Moi, je suis content si quelqu'un se dit je veux faire partie de ce cortège, je veux faire partie de cette manipulation, mon Dieu, je veux faire partie de cette manipulation, mon Dieu, waouh. Nous considérons que les Français doivent pouvoir s'approvisionner, se déplacer. La Banque centrale a organisé un mode d'intervention permettant de compléter le dispositif. À partir de là, compléter le dispositif. C'est que la France, de toute éternité, a toujours été du côté des opprimés et toujours été du côté des dictateurs. Wesh! Qu'est-ce que tu me racontes là? Ici Houston, vous pouvez répéter? C'est que la France, de toute éternité, a toujours été du côté des dictateurs. Toujours été du côté des dictateurs. Et Houston, on a un problème. Attendez, excusez-moi, enfin, vous... Et ici, si nous pouvons dire il y a l'unité, nous le devons d'abord à ceux qui ont accepté de faire passer leurs ambitions personnelles derrière l'ambition collective. Que cet exemple régional serve de leçon au plan national. À ceux qui ont accepté de faire passer leurs ambitions personnelles derrière l'ambition collective. On doit avoir une immigration que l'on maîtrise et que l'on contrôle. On doit avoir une immigration que l'on maîtrise et que l'on contrôle. La première porte sur l'ordonnance de Nairobi sur l'enlèvement des épaves, et va nous permettre de renforcer nos outils. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. Mais avant cela, de l'état d'urgence, pardonnez-moi. Moi, quand je serai présidente de la République, je proposerai un plan hors sec pour cette justice. Un plan hors sec pour leur permettre de juger en comparution immédiate les flagrants délits. Je vous donne un exemple. Prenez, allez-y. On sortira de la crise. Et le jour où on sortira de la crise, on en sera certain parce que l'économie française recommencera à créer des impôts. À créer des emplois. Oula, pardon. Attention, ne faites pas ça. Nous allons également accélérer la montée en gamme de nos entreprises. Cela signifie favoriser l'innovation et la spéculation, et la spécialisation. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée... C'est de la merde. Non, c'est Cloug.
Les mecs sont possédés. Les mecs sont possédés. Ils sont complètement fumés, quoi.